Comment fonctionne une agence de notation? À quoi ça sert concrètement? Pour en parler, deux représentants de l'agence de notation Standard & Poor's. Carole Sirou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du bureau parisien ici et à vos côtés Jean-Michel Six. Bonjour. Vous êtes le chef économiste de Standard & Poor's au niveau européen. Tout d'abord, Carole, une question sur l'implantation parisienne. Combien de divisions? On a l'image plutôt d'une société américaine et retranchée dans les bureaux de Wall Street. Alors effectivement, nous sommes d'origine anglo-saxonne, mais à Paris, nous sommes établis depuis 1990, donc vous voyez, plus de 21 ans. Et nous sommes 110 employés. Et à Paris. À Paris. Standard & Poor's s'est développé depuis 25 ans à l'international. Et à peu près 60% de nos employés sont hors des États-Unis. Jean-Michel, pourquoi ce métier existe? À quoi il sert concrètement? Comment ça marche? Comment c'est né? En fait, c'était assez intéressant. C'est une industrie qui est née à la fin du 19e siècle. À l'époque, il y avait de plus en plus d'entreprises qui faisaient appel à l'épargne pour financer des grands projets. C'était par exemple la construction des chemins de fer dans l'Ouest américain, c'était des barrages, c'était des infrastructures diverses. Ces sociétés privées faisaient appel à l'épargne, mais en même temps, il y avait un certain mystère quant à leur compte, quant à leur profitabilité, leur viabilité. Et donc, un certain nombre de gens ont eu l'idée de lancer des publications au départ qui essayaient d'évaluer un peu le risque que représentaient ces sociétés et leurs projets. Est-ce que c'était des projets totalement pharaonesques ou est-ce que c'était véritablement soutenable? C'est à partir de là qu'est née l'industrie de la notation, c'est-à-dire essayer d'évaluer le risque que présente un émetteur lorsqu'il fait appel à l'épargne. Est-ce que vous, en tant qu'épargnant, vous avez une chance quelconque de revoir votre argent? Il y a eu à la fin du 19e siècle des faillites retentissantes et c'est à la suite de ça qu'est née l'industrie. D'où ces fameuses notes, c'est dès le 19e siècle. Dès la fin du 19e siècle apparaissent ces notes qui justement ont pour vocation d'arriver à synthétiser un petit peu un diagnostic qui est porté par un certain nombre d'experts dans notre société sur les finances, la stratégie, la qualité générale d'une entreprise, d'une collectivité locale, d'une banque ou d'un État. Carole, qui décide de ces notations et où ça se décide? C'est Paris pour la France par exemple ou c'est New York qui décide? Alors, Jean-Michel l'a mentionné, nous avons des équipes d'analystes qui sont spécialisées par secteur, qui suivent un portefeuille de clients, donc banques, entreprises, etc., État. Et toute décision est prise collégialement par un groupe d'analystes qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Alors c'est très difficile de répondre à votre question. Où est-ce décidé? Puisque comme je vous l'ai dit, nous sommes un réseau de 23 bureaux dans le monde. Vous y répondez, donc ça se décide de façon collégiale. Donc quand il y a une entreprise européenne ou un État européen, ça se décide à la fois peut-être au siège new-yorkais, mais également à Paris, voilà, avec la ville de Paris. C'est toujours un ensemble de bureaux avec donc les experts spécialisés dans leur domaine. Et quels sont les critères alors? Sur quels critères concrets vous basez ces notes? Alors nous avons ce que nous appelons des critères ou des méthodologies qui sont toutes publiques. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours une lecture très facile. Oui, souvent on vous accuse plutôt d'opacité sur ces critères. On peut les trouver? Je vais sur Internet, j'ai si vous allez la sur formule. notre site, vous allez tout trouver. C'est assez dense, c'est assez technique, mais tout est là et nous expliquons, et surtout Standard & Poor's, nous travaillons à essayer de donner plus de clarté justement à ces méthodologies pour que quiconque puisse plus ou moins répliquer nos notes. C'est juste une équation qu'il suffit d'appliquer ou est-ce qu'il y a une part d'appréciation humaine justement? Vous parliez d'analystes. Alors il n'y a pas d'équation, il y a un certain nombre de ratios qui sont d'ailleurs généralement bien connus dans l'industrie, mais in fine c'est effectivement une opinion parce que les éléments qualitatifs, Jean-Michel mentionnait la stratégie d'une entreprise, il faut finalement porter une opinion sur la stratégie future. Peut-être un élément que nous n'avons pas mentionné, c'est que nous nous fondons bien entendu sur le passé, mais nous donnons une appréciation sur un repaiement futur. Donc nous passons beaucoup de temps sur les aspects de prévision économique notamment, et de stratégie. Jean-Michel, on vous accuse de faire la pluie et le beau temps, d'alimenter la spéculation. C'est quoi votre influence selon vous? Je crois qu'on nous prête beaucoup. Je constate simplement que on a quand même un long historique. Comme je vous le disais, on a commencé à la fin du 19e siècle, c'est quand même pas d'hier. Il arrive assez souvent en fait que nous soyons en décalage avec les marchés financiers. C'est-à-dire qu'il arrive que les marchés financiers aient une vue beaucoup plus optimiste que nous. Ça a été le cas très précisément dans le cas de la zone euro et de tous les pays membres de la zone euro entre 2000, création de l'euro, et 2007, début de la crise financière. Pendant cette période, les marchés estimaient que la qualité des emprunteurs des différents États de la zone euro était assez équivalente, ce qui n'était pas notre avis.
donc vue plus optimiste des marchés. Ensuite, à partir de 2007, on a vu un petit peu le basculement inverse, c'est-à-dire une prise de conscience qu'en fait non, les émetteurs n'avaient pas tous la même qualité, les États n'étaient pas comparables, et à ce moment-là, renversement, jugement beaucoup plus sévère de la part des marchés que de notre part. Mais je voudrais juste ajouter un point. C'est que vous êtes plus pondéré en fait que les marchés, que vous gardez une moyenne. Oui, on est moins événementiel, c'est-à-dire que nous ne réagissons pas au jour le jour. Ce que font les marchés, bien évidemment, c'est leur fonction. Et c'est pour ça qu'on vous accuse parfois d'arriver trop tôt ou trop tard. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, nous prenons en général de la distance. On ne va pas réagir au coup par coup. Chaque fois qu'une nouvelle annonce est faite, par exemple, par un gouvernement, souvent on se tourne vers nous en disant « Mais vous avez vu, ils ont déclaré ceci et cela hier, qu'est-ce que vous en pensez ?» Bon, il faut remettre ça dans le contexte, voir que dans la stratégie de l'État, comment ça se passe. La prise de distance est essentielle. Et quand on vous accuse de tirer sur des ambulances, je pense par exemple aux États qui sont dégradés alors qu'ils ont des difficultés financières, qu'est-ce que vous répondez à ça? On répond à ça que d'abord, un État très endetté est un État qui, par définition, aura beaucoup plus de mal à prendre soin de sa population, à aider sa population. Donc, quand on parle d'ambulance, c'est un peu ambigu. Parce qu'en réalité, quand vous prenez les États les mieux notés, par exemple en Scandinavie, vous voyez qu'effectivement, ces États-là sont capables, dans des périodes de crise, d'assurer un minimum pour leur population. Donc, je pense qu'il y a quand même une corrélation entre les notes et la capacité d'un État à soutenir et à secourir des populations dans des périodes très difficiles. Carole, qui vous paye? C'est quoi votre business model? Alors, nous sommes rémunérés par les émetteurs. Ça n'a pas toujours été le cas historiquement. C'est-à-dire les entreprises ou les États? Oui, ou les banques, qui nous demandent en fait de faire un travail d'analyse, comme Jean-Michel l'a expliqué, et ce travail étant ensuite utilisé par ces entreprises pour pouvoir emprunter sur les marchés. C'est pour ça qu'on vous accuse parfois d'avoir un conflit d'intérêts potentiel entre ces notations et puis vos clients? Tout modèle économique est porteur de conflits d'intérêts potentiels. Donc nous le reconnaissons. Dans notre cas, nous avons un certain nombre de systèmes internes, notamment par exemple la décision de comité, qui fait que nous gérons ces conflits d'intérêts. Si nous étions rémunérés par les investisseurs, il y aurait d'autres types de conflits d'intérêts, puisque l'investisseur peut, lui, avoir intérêt à avoir une note élevée ou basse. Donc, l'important, c'est de pouvoir les gérer et les gérer de manière optimale. L'avantage de notre modèle, c'est que la note est disponible pour tous de manière gratuite. Bon, merci à tous les deux, en tout cas, pour ces explications. J'espère que ça vous éclaire un petit peu plus.